Il était une fois dans un village isolé appelé Nama, où les habitants vivaient dans la paix, le calme et la tranquillité. Ils n'avaient jamais connu la guerre ni le chaos auparavant. Leur vie était simple, remplie de la beauté de la mer qui les saluait chaque matin et de l'immense nature sauvage qui leur fournissait de la nourriture, du divertissement et d'innombrables mystères à discuter. Les habitants de Nama organisaient des festivités mensuelles pour célébrer leur unité et leur mode de vie. Le village était soudé, chacun traitant l'autre comme un membre de la famille. Cependant, ces derniers mois, les choses avaient pris une tournure sombre et inattendue. Les hommes du village n'étaient plus aussi libres qu'avant. Les anciens les avaient placés sous quarantaine stricte pour assurer la sécurité et la croissance continue de leur communauté. Ce qui avait commencé comme un incident isolé s'était rapidement transformé en un schéma terrifiant. Des jeunes garçons et des hommes adultes disparaissaient un à un. Au début, les villageois n'y prêtaient pas beaucoup d'attention, pensant qu'il s'agissait de simples accidents ou de décisions personnelles. Mais tout changea lorsque 6 hommes disparurent en une seule semaine. La panique s'empara du village. Des groupes de recherche furent rapidement organisés et des hommes s'aventurèrent profondément dans la jungle, fouillant chaque recoin à la recherche des disparus. La communauté autrefois paisible suffoquait désormais sous une chape de peur. Plusieurs jours passèrent avant que les chercheurs ne fassent une découverte macabre. Ils retrouvèrent certains des hommes disparus, mais seulement leurs cadavres sans vie. Et ce n'était même pas le pire. L'état des corps était au-delà de l'horreur. Ils avaient été mutilés d'une manière qui faisait trembler même les hommes les plus forts. Leur virilité avait disparu, comme si une bête affamée les avait dévorés. Lorsque les restes furent ramenés au village, une vague de terreur balaya les habitants. Les mères couvraient les yeux de leurs enfants. Les jeunes femmes pleuraient de détresse. Les familles des défunts étaient anéanties, pleurant leurs proches dans l'agonie. Les villageois, qui n'avaient connu que la paix, se retrouvaient désormais face à un cauchemar qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni fuir. Les rumeurs se propagèrent comme une traînée de poudre. Certains croyaient qu'un monstre mangeur de virilité rôdait dans l'ombre. D'autres craignaient que quelque chose de bien pire, quelque chose de surnaturel, soit à l'œuvre. Se pourrait-il qu'un esprit maléfique attire les hommes vers la mort? Alors que les spéculations allaient bon train, les meurtres continuaient. Le village autrefois paisible devint un lieu de terreur. Chaque matin apportait de nouvelles horreurs. Plus de corps, plus de disparitions, et le même schéma troublant, des virilités manquantes. Il devint rapidement évident qu'aucun animal ordinaire n'était responsable. Quelque chose de bien plus intelligent était à l'œuvre. La suspicion grandit parmi les villageois. Les salutations amicales qui résonnaient autrefois à Nama disparurent. La paranoïa s'installa. Les pères interdisaient à leurs fils de sortir et les hommes ne s'aventuraient dehors qu'en plein jour, rentrant précipitamment avant la tombée de la nuit. Pourtant, au milieu du chaos et de la terreur, une personne restait insensible à la panique. Elle se déplaçait dans le village avec une grâce naturelle, son attitude demeurant imperturbable. Son nom était Emuchi. C'était une femme d'une beauté à couper le souffle, du genre qui faisait même s'arrêter et fixer les vieillards au dos voûté. Son éclat était inégalé, si saisissant que les autres femmes du village évitaient de se tenir trop près d'elle, de peur de paraître masculine en comparaison. Son visage était angélique, sa peau lumineuse comme du lait de chèvre frais. Son corps était une œuvre d'art, courbé et plein, ondulant comme les vagues de la mer. Menue mais envoûtante, elle était comme un trésor délicat que chaque homme rêvait de posséder et d'emporter pour toujours. Et elle le savait, les meurtres dans le village ne la concernaient pas. Après tout, elle était une femme, et les morts n'avaient rien à voir avec elle. Emuchi était arrivée à Nama 1 an auparavant, et dès qu'elle avait posé le pied dans le village, les hommes avaient accouru vers elle, chacun désireux de la prendre pour épouse. Elle les avait tous rejetés, gentiment, poliment, mais cela n'avait en rien diminué leur fascination. Même dans le refus, ils brûlaient de rester près d'elle, de la servir, de gagner ses faveurs. Elle avait une façon de rendre les hommes faibles avec un simple sourire doux. Un simple toucher de sa part pouvait illuminer toute la journée d'un homme. Elle n'avait jamais besoin d'aller chercher son eau,
Il y avait toujours quelqu'un d'enthousiaste pour le faire à sa place. Emuchi prospérait dans sa beauté éthérée, envoûtant sans effort tous ceux qui l'entouraient. Elle était adorée par les hommes du village, elle était admirée, elle était digne de confiance. Mais derrière ce visage céleste et ce charme inoffensif se cachait quelque chose de bien plus sombre. Emuchi n'était pas ce qu'elle semblait être. Derrière son sourire éclatant se dissimulait une noirceur que personne dans le village ne soupçonnait. Elle était une entité à double visage, un agneau innocent à la lumière du jour, une hyène vorace dans l'obscurité, un prédateur silencieux attirant les hommes vers leur perte aussi facilement qu'une plante carnivore piège ses proies. Et les habitants de Nama n'en avaient pas la moindre idée. Elle portait un secret si terrifiant qu'il devenait tranchant et acéré lorsqu'on le mettait en mots, un vagin denté. Il se nourrissait de la virilité des hommes, ajoutant à son charme et à sa beauté surnaturelle. Bien qu'Emuchi ait publiquement rejeté chaque demande en mariage avec un sourire poli, dès qu'elle avait besoin de sa proie, elle la chassait en secret. Elle repérait un homme, n'importe quel homme s'étant aventuré trop loin du village ou se retrouvant seul dans un endroit isolé, et elle frappait. Ses armes n'étaient ni des griffes ni des crocs, mais quelque chose de bien plus mortel, sa beauté, sa voix et son charme irrésistibles. « Bonjour », murmurait-elle en s'approchant, ses doigts effleurant doucement le bras de l'homme, juste assez pour lui envoyer un frisson dans tout le corps. « Je t'observe depuis un certain temps », poursuivait-elle d'une voix douce comme le miel. « Et je ne peux m'empêcher d'admettre que je tombe sous ton charme. Je sais que j'agis comme si je n'avais besoin de personne, mais la vérité c'est que je suis seul. Je rêve d'un homme aussi fort que toi. J'ai tellement d'amour à donner, et si tu le souhaites, je pourrais le partager avec toi. » L'homme restait sans voix, peinant à croire à sa chance. « Viens à ma hutte ce soir », ajoutait-elle avec un sourire taquin. « Mais ne laisse personne te voir. Je veux un amant secret, un homme fort et séduisant comme toi, un homme qui pourra me satisfaire. » Tandis qu'elle parlait, ses doigts traçaient un chemin léger le long de son bras, faisant battre son cœur à une vitesse folle avant qu'elle ne s'éloigne, le laissant étourdi et envoûté par la rencontre. Dès qu'elle disparaissait, l'homme se précipitait chez lui, impatient et fébrile. Il gardait ses plans secrets, se préparant discrètement pour ce qu'il croyait être la nuit de sa vie. Il buvait des potions censées renforcer sa vigueur, faisait de l'exercice et revêtait ses plus beaux vêtements. Puis, une fois le village endormi, il se glissait dehors sous le couvert de l'obscurité, en direction de la hutte d'Emuchi, la porte de son funeste destin. Emuchi l'accueillait avec un baiser lent et passionné, ses lèvres douces effaçant les derniers doutes. Ensuite, elle lui servait un repas, l'observant avec un sourire sensuel pendant qu'il dévorait la nourriture qu'elle avait préparée spécialement pour lui. Une fois son festin terminé, elle s'allongeait sur un tapis, baignée par la lueur dorée d'une lanterne, sa peau huilée scintillant. Elle était une vision de tentation, l'attendant. Et ainsi, la nuit se déroulait comme il l'avait rêvé, jusqu'au point de non-retour. En plein milieu de leur étreinte passionnée, Emuchi se penchait, sa voix n'étant plus qu'un murmure à son oreille. « Sais-tu comment une plante carnivore piège sa proie ?» L'homme s'arrêtait, perplexe, son esprit tentant de comprendre cette soudaine question. Mais avant qu'il ne puisse répondre, sa langue devenait engourdie, sa bouche paralysée. Il essayait de parler, mais aucun son ne sortait. Pourtant, malgré cela, il ne pouvait s'arrêter. Son corps, embrasé par le désir, continuait de bouger comme s'il était possédé. Alors Emuchi souriait, un sourire lent, malicieux, un sourire empreint de certitude. « Tu as entamé ton voyage de retour vers l'origine de la vie », murmurait-elle en l'enlaçant fermement, sa prise devenant soudainement d'une force inimaginable, plus puissante que celle de 8 hommes réunis. « Et maintenant, il est juste que tu me nourrisses avec cette vie. » C'est alors que l'horreur commençait. Sans prévenir, quelque chose surgissait du plus profond d'elle. Un ensemble monstrueux de crows, cachés là où personne ne se douterait de leur présence. Il s'enfonçait dans sa chair, tranchant sa virilité en une seule morsure impitoyable. La douleur était indescriptible, mais aucun cri ne sortait de ses lèvres. Il se débattait dans une agonie insoutenable, mais son corps s'affaiblissait instantanément, sa vie s'échappant dans l'étreinte mortelle d'Emuchi.
Et lorsque tout était terminé, lorsque son corps était finalement inerte, Emuchi se relevait, sa peau rayonnante, son énergie renouvelée. Avec une facilité terrifiante, elle soulevait son cadavre comme s'il ne pesait pas plus qu'une branche cassée. Puis, sans hésitation, elle l'emportait loin de sa hutte, l'abandonnant où bon lui semblait. Cela faisait des mois que ce rituel était le sien. Derrière son visage angélique et son sourire doux se cachait un prédateur, une entité impitoyable qui avait trompé tout le village de Nama. Et ainsi, les meurtres continuaient, un homme après l'autre tombant dans son piège, jusqu'à une nuit fatidique, celle où elle commit une erreur. Cette nuit-là, sa victime était un jeune homme nommé Obuto. Comme les autres avant lui, il avait été attiré par sa beauté, séduit par ses mots envoûtants et aveuglé par son propre désir. Mais ce qu'Emuchi ignorait, c'est que quelqu'un l'avait vu partir cette nuit-là. Son jeune frère, Nukomo, avait toujours été très attentif. Ce soir-là, il avait remarqué Obuto se faufilant autour de leur maison, préparant soigneusement une potion secrète, une qu'il buvait toujours avant de rendre visite à une femme. C'était un mélange destiné à renforcer sa vigueur, et Nukomo l'avait observé le boire avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. Et lorsque le matin arriva, Obuto ne revint jamais. Nukumo avait d'abord cru que son frère se cachait simplement à cause de la quarantaine, mais il se réveilla avec la nouvelle la plus tourmentante qu'il ait jamais reçue. Son frère était mort, et comme les autres hommes du village, il avait été retrouvé avec le même schéma horrifiant, sa virilité manquante. Nukumo pleura pendant des jours, s'enfermant dans sa chambre et refusant de manger. Au fil des jours, son chagrin se transforma en une rage brûlante qui grandissait à chaque instant, comme de la lave en fusion dans un volcan en éruption. Il était certain d'une chose, le tueur était une femme. Il devait s'agir de la même femme qui avait assassiné son frère. Mais cette tueuse n'était pas seulement dangereuse, elle était terriblement rusée. Son frère était un homme fort, pourtant il avait été tué sans aucun signe de lutte ni un seul cri. Qui que soit cette femme, elle possédait non seulement de la force, mais aussi une intelligence redoutable. Les hommes du village de Nama étaient sous une quarantaine stricte, autorisés à sortir seulement 3 jours par semaine. Nukumo passait ses jours de liberté à travailler au champ et à observer attentivement les femmes du village. Il scrutait chaque mouvement, chaque expression, cherchant le moindre signe inhabituel. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouvait aucun indice, personne n'agissait étrangement. Frustré mais déterminé, Nukumo décida de demander de l'aide à un oracle vivant au plus profond de la jungle. Les villageois craignaient cet oracle, mais Nukumo s'en moquait. Il avait besoin de réponses. Portant seulement un petit sac, il s'enfonça dans la forêt dense, ses pieds écrasant les buissons épais, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la vieille hutte délabrée. Il frappa à la porte et appela, mais aucune réponse. Il frappa plus fort et éleva la voix pour saluer, mais toujours rien que le silence. Épuisé et affamé après le long voyage, Nukumo s'assit au sol près de l'entrée, posant sa tête entre ses mains. Quelques minutes plus tard, un bourdonnement incessant de mouches commença à l'irriter. Elle tournait autour de sa tête, s'approchant trop près de ses oreilles et de son visage. Nukumo tenta de la chasser, mais elle revenait sans cesse. Il l'observa attentivement, attendant le moment parfait pour la frapper. La mouche finit par se poser sur une belle fleur rosée à côté de la hutte. Nukumo s'apprêta à l'écraser, mais il hésita. Frapper la mouche détruirait la fleur. Alors il attendit, observant la mouche et la fleur. Soudain, les pétales de la fleur se refermèrent, révélant une nature cachée et sinistre. Elle ne faisait que se déguiser, dit une voix grave et rauque. Nukumo leva les yeux, choqué, et vit un vieil homme regardant par la fenêtre de la hutte, sa tête et ses épaules visibles sous la lumière de la lune. Nukumo se releva d'un bond. « Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de réponses. » Le vieil homme sourit. « Tu as déjà ta réponse, dit-il. La mouche bourdonnante est dévorée par la jolie fleur. La question que tu devrais poser est celle-ci. Comment la mouche peut-elle piéger le piège ?» Nukumo était encore confus, mais il écouta attentivement. « Cette mouche, c'était ton frère, » poursuivit le vieil homme, « et cette jolie fleur est la femme dans ton village. Même si tu la trouves, tu finiras comme les autres. Piégée,
Ce dont tu as besoin, c'est d'un piège pour attraper le piège. » Le vieil homme se retourna et entra dans sa hutte, laissant Nukumo dehors. Quelques minutes plus tard, il revint avec un long morceau de bois ressemblant à du bambou, mais avec une texture rare et rugueuse que Nukumo n'avait jamais vue auparavant. Le vieil homme ramassa aussi un petit bâton au sol et s'approcha de la fleur rose. « Tu dois porter ce bois sur ta virilité, » expliqua le vieil homme, « et trouver la femme au vagin denté. C'est son piège, on l'appelle la prison laide. Ce bois te protégera et s'adaptera parfaitement comme appât. Une fois qu'elle essaiera de te piéger, le piège échouera et tu auras le temps de t'échapper. » Il fit la démonstration en plaçant le petit bâton dans la fleur. Les pétales tentèrent de se refermer, mais n'y parvinrent pas. Le bâton les maintenait grands ouverts. Nukumo était stupéfait. « Un vagin denté » murmura-t-il. Le vieil homme lui tendit le bois, et Nukumo l'accepta avec des mains tremblantes. « Merci, » dit Nukumo en rangeant le bois dans son sac. « Souviens-toi, » ajouta le vieil homme, « il y a beaucoup de fleurs, toutes belles. Pour la trouver, tu dois bourdonner comme la mouche, t'approcher de toutes les fleurs. Celle qui captera le plus ton attention, c'est le piège. » Sur ces mots, le vieil homme disparut dans sa hutte, laissant Nukumo seul dans la jungle. Lorsque Nukumo revint au village, il était déjà tard dans la nuit. La lune brillait haut dans le ciel et le village était inhabituellement silencieux. Les rires et les repas partagés sous la lune avaient disparu. Alors qu'il marchait vers sa hutte, une silhouette sombre se faufila derrière une autre hutte, avec une vitesse incroyable, presque comme une chauve-souris, et aussi silencieuse qu'un hibou. Nukumo se lança immédiatement à sa poursuite. Mais la silhouette était trop rapide, et il la perdit bientôt de vue. Juste au moment où il s'arrêta pour reprendre son souffle, il entendit un bruissement tout près. Horrifié, il vit un homme affalé contre un arbre, à peine conscient. C'était le vendeur de vin de palme, le père de 3 enfants. Nukumo se précipita vers lui et tenta de l'aider à se relever, mais l'homme était à peine vivant. Sa virilité était manquante. Le cœur de Nukumo battait à tout rompre. Il cria à l'aide et les villageois accoururent, leurs torches illuminant l'obscurité. Ils entourèrent l'homme blessé, mais sa bouche était engourdie et il ne pouvait répondre à aucune de leurs questions. Certains villageois retinrent sa femme et ses enfants, les empêchant de voir la scène atroce. D'autres hurlèrent des questions, la peur et la colère dans leur voix. Nukumo serra les poings. Il savait que le tueur était toujours là dehors et qu'il manquait de temps. Emuchi était dans la foule, son visage rayonnant d'un éclat inhabituel. Elle se tenait juste derrière Nukom, portant un masque d'inquiétude. Alors que les villageois continuaient à poser des questions, l'homme mourant pointa un doigt tremblant vers Nukom avant que sa main ne retombe, inerte, sur le sol. Il était parti. La foule éclata de douleur. Leur bien-aimé vendeur de vin de palme était mort. La peur s'empara de leur cœur. Qui serait le prochain? Certains villageois se mirent à pleurer, d'autres jurèrent de quitter ce village maudit, tandis que quelques-uns se retirèrent en silence dans leur maison, le cœur lourd. Nukom resta figé, la douleur et la fureur bouillonnant en lui. Emuchi tendit la main et posa une main réconfortante sur son épaule. Mais alors qu'elle le caressait, une mouche bourdonna près de l'oreille de Nukom, un son étrangement persistant, presque comme s'il portait un message. À cet instant, quelque chose fit tilt dans l'esprit de Nukom. La réalisation le frappa comme un éclair. Ce n'était pas un simple réconfort. Celle qui tenait son épaule était la meurtrière. Il se tourna lentement, dissimulant son choc. À sa grande surprise, c'était Emuchi, au visage innocent, qui se tenait devant lui. Comment ne l'avait-il pas vu plus tôt? Nukom se pencha pour un câlin, laissant ses larmes couler librement. Emuchi l'enlaça, son cœur battant d'un rythme calme et régulier. Beaucoup trop calme, étant donné les circonstances. « Je suis désolé, » dit Nukom en rompant l'étreinte. « Je ne pleure pas souvent devant les gens. Je suis juste fatigué. »« Ne t'inquiète pas, » répondit doucement Emuchi. « Tout ira bien. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant Nukom debout avec un profond sentiment de certitude. La fleur rose, l'étrangère la plus belle du village, c'était elle. Il n'avait plus besoin de bourdonner autour. Il avait trouvé la meurtrière.
De retour dans sa hutte, Newcomb était plongé dans ses pensées. Comment la confronter? Comment déjouer quelqu'un d'aussi dangereux? Pendant les jours suivants, il observa attentivement Emiuchi. Elle semblait aussi normale que n'importe qui. Elle saluait les villageois, travaillait à sa ferme et retournait à sa hutte chaque jour. Elle n'avait aucune relation proche avec les hommes et aucun ami apparent. Parfois, elle rejoignait les conversations du soir, sa présence aussi douce qu'une brise. Mais Newcomb voyait désormais au-delà des apparences. Sous cette beauté et cette attitude inoffensive se cachait quelque chose de rapide, mortel et vorace. Pendant des semaines, Newcomb tenta d'engager des conversations avec elle, espérant en apprendre davantage. Pourtant, les défenses d'Emiuchi étaient impeccables. Ses réponses intelligentes le laissaient toujours sans voix et frustré. Jusqu'à un soir fatidique. Newcomb nageait dans la rivière lorsqu'Emiuchi arriva avec sa jarre d'eau. Elle s'arrêta et le fixa, visiblement surprise. « Newcomb, tu ne devrais pas être à l'intérieur comme les autres hommes, et tu n'as pas peur de ce qui rôde et prend des vies ?» demanda-t-elle. Newcomb lui sourit, l'eau scintillant sur sa peau. « Si tous les hommes doivent mourir de toute façon, à quoi bon se cacher ?» Emiuchi n'avait pas de réponse à cela. Elle prit son eau et partit en silence. Quelques minutes plus tard, alors que Newcomb s'habillait et rentrait chez lui, il vit Emiuchi debout sur le chemin, comme si elle l'attendait. Elle s'approcha de lui avec une démarche déterminée. « Newcomb, désolé de t'interrompre, mais je dois te dire quelque chose. » Newcomb s'arrêta, son regard fixé sur le sien. « Depuis des mois, je suis seule, commença-t-elle. Seule, sans personne pour partager mes nuits. Depuis le jour où tu m'as enlacée, je n'arrive pas à te sortir de ma tête. As-tu une amante ou accepterais-tu d'être avec moi ?» Newcomb prit une expression faussement surprise. « Si tu veux que je sois ton amant, alors je le serai. » Mais un sourire s'étira sur le visage d'Emiuchi. « Mais ce doit être notre petit secret. Je ne veux que personne ne le sache. Viens chez moi ce soir. Je t'attendrai, et j'ai tant d'amour à te donner. » Elle se retourna et s'éloigna. Alors que Newcomb la regardait disparaître dans l'ombre, un sourire froid effleura ses lèvres. L'heure était venue, mais une peur persistante le rongeait encore. Il savait qu'il marchait dans la tanière d'un prédateur. Ce soir-là, Newcomb raconta tout à sa mère. Ensemble, ils se préparèrent pour ce qui les attendait. Il prit un sifflet et fixa soigneusement le piège de la prison laide autour de son intimité, exactement comme le vieil homme l'avait instruit. Il attendit la tombée de la nuit, mêlant appréhension et détermination. Quand la lune fut haute dans le ciel, Newcomb se rendit à la hutte d'Emiuchi. Elle était assise dehors, la lumière de la lune illuminant sa peau parfaite. Elle avait l'air sereine, presque angélique, si ce n'était pour la sombre vérité que Newcomb connaissait désormais. « Ah, tu es venu, bienvenue !» dit Emiuchi avec un sourire chaleureux, en s'avançant pour accueillir Newcomb avec une étreinte. Elle le conduisit dans sa hutte et lui montra la nourriture qu'elle avait préparée. Newcomb savait que refuser la nourriture éveillerait des soupçons, alors il mangea en silence, même si ses nerfs étaient à vif. Emiuchi s'allongea sur son tapis, révélant subtilement son corps comme elle le faisait souvent, ses yeux fixés sur Newcomb avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. Lorsqu'il eut fini de manger, elle s'approcha et leurs ébats commencèrent. Mais au bout de quelques minutes, Emiuchi se pencha près de son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Connais-tu la fleur piège ?» demanda-t-elle soudainement. Elle attire ses proies en déguisant son piège mortel en doux nectar. L'innocente proie glisse à l'intérieur, submergée par le plaisir, mais une fois entrée, elle ne ressort jamais. Ses yeux scintillèrent alors qu'elle fixait directement Newcomb. Il essaya de répondre, mais sa bouche était complètement engourdie. La panique s'installa lorsqu'il réalisa que la nourriture n'était pas ordinaire. Elle avait été droguée. Cependant, il avait anticipé quelque chose comme ça et atteignit le sifflet qu'il avait caché plus tôt. L'étreinte d'Emiuchi se resserra autour de lui, sa force soudainement inhumaine, comme celle de 5 hommes. Newcomb pouvait à peine respirer. Puis, ses crocs émergèrent de son sud-piège et se ruèrent sur lui avec l'intention de mordre son intimité. Mais à sa grande surprise, ses dents rencontrèrent une résistance. La prison laide que Newcomb avait portée pour se protéger
avait rempli son rôle. Dès que ces crocs frappèrent la barrière, ils restèrent coincés. Ainsi, là maintenant en place, le piège envoya un choc à travers le corps d'Emuchi, comme si elle avait mordu brusquement dans une pierre. La prison laide s'agrandit, laissant de l'espace à Newcombe, tandis qu'Emuchi poussa un cri de douleur et le relâcha, lui donnant l'opportunité de souffler fort dans son sifflet. Le son fort et perçant résonna dans la hutte, provoquant des convulsions chez Emuchi, qui se recroquevilla au sol en couvrant ses oreilles. Newcombe continua à souffler dans le sifflet en reculant. Dehors, la mère de Newcombe, qui attendait non loin, entendit le signal et alerta rapidement les villageois. Ils se précipitèrent vers la hutte d'Emuchi et firent irruption à l'intérieur. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Emuchi était piégé au sol, ses crocs monstrueux maintenant visibles aux yeux de tous. Son beau visage s'était transformé en quelque chose de dangereux et de prédateur, comme un animal sauvage acculé et furieux. Newcombe tenta de parler, mais l'engourdissement ne s'était pas encore dissipé. Certains hommes s'approchèrent, voulant attacher Emuchi, mais elle les projeta à travers la pièce d'un simple mouvement de poignet. D'autres hommes vinrent, mais ils n'étaient pas de taille contre sa force. Elle les lança comme s'ils n'étaient que de simples morceaux de tissu. Désespéré, Newcombe continua de souffler dans son sifflet. Les villageois se joignirent à lui et le son collectif submergea Emuchi, la forçant à se mettre à genoux. Ils lièrent rapidement ses mains avec de lourdes chaînes et la traînèrent vers le centre du village, l'entourant de torches et de regards perçants, remplis de colère et de peur. « Qui es-tu » demanda l'un des anciens du village, sa voix tremblant de peur. Les yeux sauvages d'Emuchi les fixèrent. « Bande de mouches, vous pensez pouvoir me piéger? Vous n'êtes rien, rien !» cracha-t-elle. Les villageois répondirent en soufflant plus fort dans leurs sifflets, faisant hurler Emuchi de douleur. Lentement, son apparence monstrueuse disparut et le visage familier d'Emuchi réapparut. Elle resta silencieuse un instant, puis se mit à confesser. « Je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais j'ai toujours été comme ça. Quelque chose en moi a toujours eu envie de chair d'homme, de leur virilité même, et je m'en nourris depuis des siècles. Et je dois dire, leur goût est délicieux. » Sa confession passa rapidement du remords à une sinistre jubilation, se terminant par un rire glaçant. Les villageois étaient stupéfaits. Un homme finit par briser le silence. « Elle n'est pas humaine. Nous devons la tuer avant qu'elle ne nous tue tous. » La foule éclata de colère, la bombardant de pierres. Mais les roches rebondissaient sur sa peau comme si elles frappaient du fer. Réalisant que les pierres ne suffisaient pas, ils l'attachèrent avec encore plus de chaînes et lui lièrent de lourdes pierres sur le corps. Puis, ils la transportèrent jusqu'à la rivière, tout en soufflant aussi fort qu'ils le pouvaient dans leurs sifflets. Ils chargèrent Emuchi sur un grand bateau et ramèrent loin, jusqu'au milieu de la mer. D'un dernier effort, ils la jetèrent par-dessus bord. Elle sombra sous les vagues, ses cris étouffés par l'eau, tandis qu'ils continuaient à siffler jusqu'à ce qu'elle disparaisse de leur vue. De retour sur la terre ferme, Newcombe retrouva la parole et rassembla les villageois pour tout leur expliquer. Il raconta sa rencontre avec l'ancien oracle dans la jungle, l'offre d'Emuchi près de la rivière, le piège qu'il avait tendu et comment le sifflet l'avait sauvé. À partir de ce jour, les hommes du village devinrent beaucoup plus prudents. Ils restèrent fidèles à leurs épouses, et les hommes célibataires abordèrent les nouvelles femmes avec méfiance, s'assurant que toutes les relations étaient connues de la communauté. L'histoire de Newcombe et de sa prison laide se répandit loin et devint légendaire. Le récit d'Emuchi, la mangeuse d'hommes au croc, cachée là où personne ne s'y attendait, devint une légende. Depuis lors, les hommes du village commencèrent à siffler chaque fois qu'ils rencontraient une nouvelle femme, testant pour s'assurer qu'elle n'était pas l'une des descendantes d'Emuchi. Les villageois tirèrent une leçon précieuse. L'attrait du plaisir instantané cache souvent un grand danger. Ils vécurent désormais avec prudence, amour et transparence, sachant que les tentations cachées pouvaient mener au désastre. Les habitants d'Emuchi apprirent que l'attrait et l'attrape d'un plaisir étrange et soudain pouvaient être un signe de mort imminente.
et ils vécurent en gardant en mémoire que la nourriture offerte dans les coins cachés avait les plus grandes chances d'être empoisonnée. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et abonnez-vous à notre chaîne si vous souhaitez voir d'autres récits comme celui-ci. Aussi, aimez cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin et partagez-la avec vos amis pour qu'ils puissent découvrir le conte envoûtant de Newcomb et Emuchi.